vient d'être donné le coup d'envoi pour la 65e randonnée pédestre nocturne qui va de Bourges à Sancerre. Ils sont à peu près 1400 à prendre le départ. Ils vont marcher toute la nuit. On va en profiter pour aller à leur rencontre, en profiter aussi pour faire un peu plus connaissance avec cette partie historique du Berry. Mais on va pas les lâcher tout de suite dans la nuit, nos marcheurs. On va les accompagner un peu au sortir de la ville. Et puis moi, j'irai dormir. Pendant qu'eux continueront le périple pour les retrouver au lever du soleil avec Robert, le coordinateur de l'aventure. Comme je suis curieuse, on poussera jusque dans les marais de Bourges, où l'on cultive le secret et les légumes depuis le XVIIe siècle. On aura bien mérité une petite pause au restaurant de la Coursière, une ancienne guinguette du Marais devenue le resto de Denis Julien. Comme le veut désormais la tradition, une fois par an, le 3e week-end de février, au cœur de l'hiver, d'étranges loupiottes déambulent dans la campagne de Bourges. Plus d'1 millier de doudingues venus des 4 coins de la France ont pris le départ depuis le parvis de la cathédrale Saint-Étienne à Bourges. Elle est née comment, cette drôle d'idée ? Alors cette drôle d'idée, c'était en 1951, suite à un pari un peu fou, trois jeunes, à l'époque ils étaient jeunes, hein, dans un bar, ils se sont dit, pourquoi on n'irait pas à Sancerre à pied ? Et ça s'est passé dans un bar pas loin de la cathédrale, parce que c'est le bar de la Poste, hein, qui est à 200 mètres d'ici. Et donc ils sont partis à Sancerre à pied. Et évidemment, à cette époque-là, il fallait revenir de Sancerre, il n'y avait pas de bus, et ils sont revenus à pied. Et voilà comment est né Bourges-Sancerre. L'année d'après, ils étaient 10 et ainsi de suite, et aujourd'hui, on est 1800. Faut être fou pour la faire. Bah, vous êtes quand même 1400 fous alors. Voilà, exactement. Et on est tous groupés ici. Non, c'est un challenge et puis c'est une découverte. C'est dur, physiquement c'est dur. Mais il faut le faire pour se rendre compte de ce que c'est. C'est quoi l'intérêt de marcher la nuit ? C'est d'être ensemble, de se parler, d'éprouver l'effort, d'aller chercher ses limites. Quand il pleut pas, c'est de regarder les étoiles, de nettoyer sa rivière intérieure, d'aller chercher un peu en dehors de son quotidien, quoi. Là, vous allez courir ou vous allez marcher ? On va marcher. Ah, vous allez marcher. On va suivre les anciens parce qu'ils marchent. Donc on va marcher avec eux, sinon on l'aurait fait encore. Et vous avez des conseils un peu ? Ils vous ont donné des conseils avant de partir ? Vous allez morfler. Ils vont en baver. D'où viennent tous les marcheurs ? Alors tous les marcheurs, c'est environ 70-73 départements. Donc ils viennent d'un peu partout, hein. Il y en a même qui viennent de l'étranger, de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. Alors les difficultés, oui bien sûr, il y en a. Ils sont dus à la météo d'une part. Hein. Voici 3 semaines qu'il pleut, donc les chemins sont détrempés. Sur le bitume, ce serait presque une balade. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La campagne berrichonne inondée leur réserve une traversée, comment dire, plus qu'humide. C'est un vrai défi personnel pour chacune des personnes. Ah oui, je pense, oui. Il y a certains, moi j'en connais parce que je les vois tous les ans. Mais je discutais tout à l'heure avec une personne, aujourd'hui c'est son 45e Bourges-Sancerre. Alors effectivement, il faut peut-être être un peu maso pour le faire. Mais vous savez, les bénévoles, hein, ils sont aussi toute la nuit. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils soient un peu fous pour le faire. Ce périple incroyable prend donc son départ sur le parvis de la cathédrale de Bourges. Évidemment, affairés à leur défi, les marcheurs n'ont peut-être pas pris le temps de pousser la porte de cet édifice inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'à cela ne tienne, nous on le fait et on suit Thérèse, guide conférencière pour une visite passionnante.
tous les groupes qu'on amène ici sont impressionnés par cette façade qui est à plus large, 55 mètres de large, hein, qui est vraiment impressionnante avec ses 5 portails et le jugement dernier qui est un des plus beaux qui nous reste. Avec évidemment l'enfer hein, qui impressionne toujours les gens, avec tous les supplices de l'enfer et tous les défauts. Hein. On a tous les sexes apparents d'ailleurs. Et puis Saint-Michel, qui est, on appelle ça un psychopompe, hein. C'est un mot qu'on n'emploie pas tellement couramment, qui nous aide à passer de la vie à la mort, hein. Comme Charon, Hermès, Orphée. Hein. Pour nous, c'est Saint-Michel. Voilà, il nous aide à adoucir un peu ce passage de la vie à la mort. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon entrée préférée ici. 21,30 m, donc c'est unique. Hein, c'est vraiment des jeux d'ombre et de lumière, des jeux de perspective. On dit que c'est le triomphe de la simplicité, mais il y a certainement ces grands piliers de 17 mètres de haut hein, qui nous entraînent vraiment dans cette rangée de colonnes. Hein. On est dans une forêt, hein, c'était magnifique. Donc cette entrée fait vraiment toute la cathédrale de Bourges. Là, je vous montre, malgré le temps hivernal, que vous avez 3 étages de lumière. Sur les 5 étages, on retrouve 3 étages de lumière contre 2 d'ombre. C'est-à-dire que la lumière va toujours vaincre l'obscurité. Je trouve que c'est un magnifique symbole. Bon, on va vous parler un peu des vitraux, évidemment. Bon, comme dans toutes les cathédrales, au nord, c'est l'Ancien Testament qui est du côté froid où il y a peu de lumière, donc les prophètes. Et au sud, apôtres, évangélistes et disciples qui en plein soleil, en pleine lumière. J'espère que vous allez admirer tous nos vitraux de 1210 à 1214. Mais mon préféré, c'est évidemment l'Apocalypse, que vous ne pouvez trouver qu'à Bourges sur des vitraux de 6 mètres de hauteur comme ça, hein, qu'avec la vision de Saint Jean Patmos que vous avez à la partie basse, et le glaive à 2 tranchants dans la bouche, avec sur le glaive l'alpha et l'oméga. Parce qu'il disait « je suis le commencement et la fin ». Je ne peux pas mieux terminer qu'en vous parlant de l'alpha et de l'oméga. Le sommet de la cathédrale offre un point de vue remarquable sur la campagne. Des terrains marécageux qui ont longtemps assuré la défense de la ville avant de devenir propriété des Jésuites. France Camusat les a toujours connus. Fragiles, pittoresques et historiques, les marais ont été classés par décret en 2003. Bonjour France. Bonjour. Est-ce que vous m'emmèneriez visiter les marais Sans problème. que je ne connais pas? Ah, vous allez faire la découverte. Alors qu'en fait, on les voit même de la cathédrale là-haut. Oui, hein. exact. Oh, Oui, quelle oui. chance. Bon, c'est pas le top du top au niveau de la météo, Et non, mais on est bien couvert. On va hein. faire avec. Hein. Ça va? Ça va et vous? Bonjour. Mais oui, je suis ravie, je connais pas du tout le coin. Donc, Alors, asseyez-vous. bon, alors je vais faire tout ce que vous me dites. Déjà, ça s'appelle toujours une bourde comme sur la Loire? Exact. On commence pas mal. Dans quel sens est-ce que je m'assois, chef? Face devant là-bas. D'accord, ça marche. Voilà. Je peux me mettre au milieu? Voilà. Allez, ça roule. Allez hop, c'est parti, oui, pour une balade insolite sur les canaux à travers des parcelles qui portent toutes des noms, comme ici, le Pin-Père du Nord. Des quartiers baignés par le Langy et l'Yèvre, les 2 rivières qui se partagent le territoire. Mais ils sont nés comment ces marais? Ils sont assez incroyables, presque en cœur ou en toute première périphérie de Bourges. Hein. Si vous voulez, la première connaissance qu'on a de l'existence de ces marécages, c'est lorsque Jules César a fait le siège d'Avaric, c'est-à-dire la cité de l'eau qui était Bourges à l'époque. C'est une simple cité qui était justement sur le promontoire où il y a la cathédrale aujourd'hui. C'était très restreint comme cité. Hein. Donc quand il a fait le siège pour le prendre, il a dit qu'elle était très facile à défendre parce qu'elle était de partout entourée d'eau et de marécages. C'était en 52 avant Jésus-Christ. Jusqu'au 6e, 7e siècle où a commencé à se construire de grandes abbayes. Il y avait un grand moulin qui a été abattu en 1970, qui était la sortie de ces marais là.
et qui a donc obligé à canaliser l'Yèvre pour pouvoir alimenter le moulin. Et ça a donc à cette époque-là créé 2 parties de marais, la partie haute où nous sommes et la partie basse qui est en dessous environ de 2 mètres et qui est accessible à pied, on n'a pas besoin de barque. Et elles appartiennent à qui, toutes ces parcelles et toutes ces maisons? C'est tout privé. Il y a 1400 parcelles sur l'ensemble du site, marais d'en haut, marais d'en bas. Dans ces marais-là, il y en a environ 400. Quand vous achetez un marais, vous achetez la moitié de l'eau. C'est-à-dire que vous achetez, vous avez le fond qui est à vous, pas l'eau. L'eau, elle est commune, elle est publique. Mais vous avez obligation de l'entretenir, c'est-à-dire de le curer, d'enlever la vase, de couper les roseaux. Voilà. Ah oui, on ne vient pas juste planter ses Ah tomates non. et se faire bronzer la pilule en été. Ah non. Et vous, ça, c'est quoi votre histoire avec le marais? Vous êtes né ici? Ah ben pas loin. Pas loin. J'ai une photo de mon père avec... c'était sans doute au mois d'août, ça devait être en 1938 ou 39. Je dois avoir 3 ans ou 4 ans, pas plus. Et j'ai un petit seau à la main pour l'aider à arroser. Et lui, il est avec son arrosoir sur cette parcelle-là. Et c'est ma mère qui a pris la photo. Ah, Si vous voulez, c'est mon grand-père qui l'a loué et mon père l'a suivi. Et puis moi, j'ai pris la suite quand mon père est décédé. Qu'est-ce que c'est poétique, hein? Il y a du frein dans la mécanique. On débarque pour une séquence entretien du jardin. Au menu, France me parle de fauchage, de tirer la vase ou de battre la sole. Ben oui. Évidemment, je me suis faite embaucher et tout ça, c'est vraiment tellement typique de la vie dans les marais. Boucher les trous. Aux trucs qui vous ont un peu énervé, c'est ça? Et ça Oui, vous vous donne tapez de la dessus. force. Ça, ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est un peu comme un punching ball, quoi. Ouais, ouais. Et on fait ça à partir de cette saison jusqu'au mois de mars. Et c'est le principe, Ça va, de, c'est de bon là. tout... Allez c'est pas ça plus loin. Ouais. Faut faire ça un peu tout le long. C'est quand même des trucs particuliers, toutes ces choses qu'on fait dans le marais. Hein. Ah oui, 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 c'est vrai. On tourne Oh là, sur le côté. oui. Voilà. Voilà. Et après, Oh, attendez, on va la mettre là. Parce que des fois, on la met sur le terrain. je vais pas vous faire tout le marais en France. Hein. Ah, c'est dommage. Oh là, oui. Là, il est bien chargé. Là. Allez. On va le mettre derrière. Ah, c'est comme pour écoper. Tout le monde pense que c'est pour vider la barque. Ouais. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais pas seulement. Les maraîchers, notamment les professionnels, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais les professionnels utilisaient ça pour arroser, notamment sur les plantes qui sont déjà bien enracinées. Et c'est très simple. Je peux rester derrière? Oui. Oh, il n'y a pas des batailles d'eau des fois avec les gosses, ça, l'été? Ça arrivait, oui. Ah ouais, hein. Avec mes frangins, ça arrivait. Parce Ouais. que j'ai 2 frangins, qu'on venait souvent ici. Ouais. On pêchait, on tombait à l'eau, puis on se battait à coups de... À coup d'écope. Ben oui, ça arrivait. Tiens, On c'est n'était pas quoi, toujours... je le rends mon tablier. Ah, pour de vrai. bon, ah bon, Ouais. ah bah alors, Ah, bah, c'est comme ça. tant pis. Tant pis, tant pis. Quoique, j'aurais pu le garder ce tablier, puisque ma prochaine rencontre va se faire en cuisine, derrière les fourneaux. Installé au cœur de ces mêmes marais, le chef Denis Julien concocte une cuisine canaille et typiquement berrichonne, comme lui. Ah, on commence tout de suite au pinard. Voilà, oui, on commence avec un bon petit rouge. Dans le Berry, on accueille Voilà. ses invités comme ça, Voilà. avec un coup de pinard. Mais dans une casserole en cuivre. Voilà. Non. J'ai essayé de vous préparer des couilles d'âne. Les couilles d'âne, c'est un peu les œufs en meurette en appellation berrichonne. Il semblerait que ce serait dit. C'est pas ça. Si, j'en sais rien, c'est vous le berrichon. Juste que vous dites couille d'ail comme ça, comprenez qu'effectivement je sois un peu surprise. Hein. Bon. Eh bien, c'est apparemment à cause de... d'abord, on a les grands ânes noirs du Berry. Hein. Je suppose que l'appellation vient de ça. Ouais. Et ça vient de la forme d'une échalote. Et moi je pense, ou alors, ouais d'accord. Et les œufs peut-être aussi, non? Non, c'est l'échalote? Non, ça vient d'une échalote. Parce que... D'une forme d'échalote. Et vous l'avez à la carte, ça, les couilles d'ail? Oui, en permanence. Ça fait partie de... Vos classiques, hein. Des grands classiques de la maison et que les gens aiment bien. Et puis il faut rester... Je suis toujours resté un peu terroir, un peu traditionnel, pur. Parce qu'on est dans le Berry, qu'il faut bien que quelques établissements conservent aussi un peu de la mémoire. Denis aime se souvenir et aussi exposer l'histoire de ce marais, par exemple à travers les toiles de ses amis peintres dans cette ancienne grande maison.
Ça a été une guinguette, un bar au début du siècle. Et après, dans les années 20, il y a eu un bal qui a été construit, qui était 2 fois plus grand que l'établissement actuel, où les gens venaient danser jusque dans les années 50. Et pendant la guerre, il y a même eu des bals clandestins, il y a eu toute une histoire sur cet établissement. On a eu la chance de rencontrer des enfants, des gens qui avaient acheté en 1920, donc qui nous ont donné quelques documents. Il y a des photos accrochées au mur, il y a un peu d'histoire sur l'établissement, quoi. Là, on flambe. Hein. Voilà. Ça commence à sentir divinement bon. Hein. Voilà. Donc, il ne va rester que les arômes du vin, l'alcool. Voilà. Et puis, ça, Flambe. pas d'acidité, pas de choses comme ça. Et après, on pourra pocher nos œufs. Bah, ça sent bon. Ça hein. ne doit pas sentir mauvais, oui. Non, on est pas mal du tout là. On va le redresser. Vous l'avez mis sur un petit bout de sopalin Oui, pour que éviter l'eau. ça s'éponge. Voilà, ou on peut prendre sur un torchon. Ah, ça se présente à l'assiette comme ça. Voilà. D'accord. Avec de la garniture, Oh là là. un petit peu de persil. Aïe, oh, c'est chaud, oui. Donc c'est vrai, c'est une table qui est chaude. Donc je suis brûlée au 3e degré, mais on s'en fout. Non, Non, mais je rigole. Les œufs seront bien. Ouais, Voilà. ce qui compte, c'est que vos œufs soient Voilà, bien. et on mange ça avec une cuillère, c'est encore mieux, parce que le jaune, il faut qu'il reste Magnifique. liquide. Enfin, oui, liquide. D'accord. Voilà. Que juste le blanc soit Voilà. bien ferme et... Et après, on dresse avec une feuille de persil, du laurier. C'est berrichon. Voilà. Hein, c'est sans authentique, fioriture, hein. C'est sans fioriture, voilà. Vous n'avez pas juste acheté un restaurant, vous avez un peu acheté une histoire. Au début, si, mais après, on s'imprègne quand même du lieu. Et puis, par rapport à l'histoire, par rapport dans la clientèle, les gens d'un certain âge nous disent qu'ils venaient danser, sont contents. On a affiché dans l'entrée un magnifique plan des marais qui date de 1930, où il y a les noms des propriétaires, et souvent, voire des papis, cherchent où il y a le marais de leurs parents quand ils étaient jeunes. Donc c'est là, et ça les fait parler, les gens. En fait. Donc ils nous racontent des choses, ils nous expliquent la vie des marais. C'est permanent, quoi, en fait. Hein. Parce qu'ils ont retrouvé la parcelle du marais. C'est quand même un lieu magique et assez unique. On est à la fois en ville, au milieu de la campagne. C'est notre handicap et notre chance à la fois, quoi. Le handicap parce qu'on ne nous voit jamais, on passe jamais devant chez nous, mais c'est la chance parce que c'est un lieu unique. Pourtant, on va le quitter, son petit coin de paradis, pour découvrir le travail de Ludovic Bourgeois. Originaire du Cher, il a quitté Paris il y a quelques années pour retrouver le calme, en l'occurrence celui du pays sancerrois. Sur les pas de son grand-père, photographe et vidéaste amateur, Ludovic travaille la photographie depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui, c'est à Sancerre qu'il puise l'inspiration, au calme. Je m'appelle Ludovic Bourgeois, photographe. J'habite à Sancerre depuis à peu près 5 ans. Mon père a travaillé ici et ma mère est native de Pouilly-sur-Loire, donc qui est pas très loin de Sancerre, de l'autre côté de la Loire, l'autre côté. C'est paisible dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, venant de Paris, donc toujours dans une course permanente, ici, je me suis rendu compte très rapidement que l'inspiration prenait plus de temps, mais était plus sereine et précise. Et ça, c'est dû au calme de Sancerre, à cette façon qu'on a de vivre ici, de façon plus humaine, on va dire, moins hystérique que dans les grandes villes. Je réfléchis pas forcément à ce que je vais prendre en photo, je réagis plutôt sur l'émotion que va me provoquer une vue. Bon, après, c'est toujours cadré dans une thématique, mais moi, je travaille plutôt de façon instinctuelle. Donc sur l'émotion que j'essaie de retranscrire pour que le spectateur qui regarde mon image ressente, lui, à son tour, une émotion qui lui sera propre. Quand
je suis arrivé à Sancerre, c'est le premier endroit qui m'a interpellé. D'un côté, on a la plaine, de l'autre côté, c'est le Piton. Et avec les variations de lumière, que ce soit au coucher, au lever du soleil, le pont change de couleur. C'est esthétiquement très, très intéressant. Oui, c'est un de mes spots, comme on dit. Donc j'y reviens très, très, très souvent. Ouais. L'hiver est long à Sancerre. L'été est très appréciable, l'hiver est plutôt long. Et comme c'est une ville qui fonctionne essentiellement sur le tourisme, on a plus l'habitude de voir du monde en été. Mais l'hiver, oui, est long et froid. Voilà, moi je fais mes photos, mais après, pour qu'elles soient dans un tiroir, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment les montrer et on a besoin de cette reconnaissance. J'aimerais que la ville se développe sur un axe artistique, culturel, sachant qu'il y a plein d'espaces qui sont libres. Et je pense que ce serait intéressant que des artistes, artisans d'art prennent d'assaut la ville. Je pense que ça lancerait une dynamique intéressante sur le Piton. Voilà, à suivre. Sancerre, justement, c'est le Graal de nos marcheurs fous. Je les retrouve au petit matin à Buée. Après une nuit sans sommeil, ils attaquent les 8 derniers kilomètres. La nuit, c'est pas trop mal passé. On a fait quand même 2 évacuations, parce que ça glisse. Il y a de la boue, ça glisse beaucoup. Des chutes, hein, plus. Mais des chutes, voilà. Et des problèmes de genoux, mais enfin rien de bien méchant. Ils avaient l'air en forme, tous les marcheurs que vous avez pu croiser? Je pense qu'il y a pas mal d'abandons. Je ne peux pas vous dire combien, mais je pense qu'il va y avoir des abandons. Parce que je pense que c'était très dur. C'est le seul que vous aurez de la journée. Bonjour. Ça a été quoi les moments les plus difficiles jusqu'à présent? C'était jusque-là, pour trouver Buée, arriver jusqu'à Buée. C'était un petit peu long et je me demandais si on allait un jour y arriver quand même. Mais on est là et on en profite pour se réchauffer un petit peu et ça fait pas de mal. Il reste combien là jusqu'à Sancerre? 8. Facile. Facile peut-être pas, mais ça va aller jusqu'au bout normalement. La boue, cette année, c'est vraiment très dur. Mais bon, sinon après ça va, on s'insère dans des groupes et puis après on s'encourage et puis ça va quoi. Mais voilà. On pense pas au sommeil, à la fatigue? Non, je pense à arriver là. C'est surtout ça. Arriver et après la fatigue, ça viendra tout seul. Et le sommeil avec. Comment cette nuit, Robert? Oh, très difficile, énormément d'abandon. D'ailleurs, vous voyez les gens comment ils sont faits, ils sont crottés comme on dit. Donc très très dur. Et puis là, on a 2 heures de retard à peu près sur l'horaire prévu parce que c'était un Bourg-Sancerre très difficile. Vous n'avez pas dormi? Donc, non, pas du tout, non. Est-ce que d'une année sur l'autre, vous prenez sur les retours d'expérience, sur vos propres retours aussi pour améliorer, changer ou aménager? Ah oui, tout à fait. Si je pouvais changer quelque chose, eh bien, ça serait moins de boue. Mais ce que je vais changer, ça c'est certain, c'est qu'au lieu de faire 61 km, on peut le dire maintenant, il fera sûrement que 53 km. C'est les 8 derniers, là on s'en est rendu compte, entre Buée et Sancerre qui sont les plus durs, non? Oui, c'est les 8 derniers kilomètres les plus durs, mais ce sont aussi les 8 derniers les plus beaux. Ah ben ils se méritent. Ah voilà, ça se mérite et je pense que si vous interrogez des gens ici, tous vont vous dire c'était dur, mais on l'a fait. Voilà, c'est au milieu des vignes que se termine cette marche nocturne entre Bourges et Sancerre. La plupart des marcheurs derrière moi ont quand même 61 km dans les pattes. On se retrouve dès la semaine prochaine, on referme cet épisode Berrichon. Passez une très belle semaine, à très bientôt. C'est bien mais c'est froid. Si. Je crois que les trucs dans les bottes ça s'appelle des pieds, mais je ne les sens plus. Pour faucher les marais. Faut surtout attendre France. Ah ben voilà, le voilà. Je sais très bien être fauchée. Ça, je sais parfaitement être fauchée. Sans un brousouf, mais je ne sais pas faucher le marais. Au secours, France, je sais pas faire.